Ligne droite, émission spéciale. Alors à un mois du scrutin européen qui risque d'apparaître comme un vote sanction pour le parti d'Emmanuel Macron, il est temps pour nous de dresser le bilan du président de la République après 7 ans au pouvoir. Rappelez-vous, c'était le 7 mai 2017 à l'issue d'une campagne électorale éclair. Celui qui fut 2 ans au cabinet du président Hollande et moins de 2 ans et demi à la tête de Bercy était sacré. Les portes du pouvoir se sont ouvertes pour un personnage peu connu du grand public quelques mois auparavant. Son premier quinquennat d'abord et avant tout était marqué par des réformes menées à un train d'enfer sur fond d'enchaînement de crises, affaire Benalla, gilets jaunes, crise Covid. Les 2 premières années de son unique quinquennat ont elles aussi été marquées par des crises, mais rendues plus complexes par l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Alors quel bilan tirer du septennat d'Emmanuel Macron, ponctué par de nombreuses crises et revirements politiques? On y répond maintenant. Ce qui saute aux yeux, c'est le renforcement de l'intervention de l'État dans tous les domaines, y compris dans celui de l'éducation qui est passé dans le giron régalien. Ce qui, pour un président qualifié d'ultralibéral, est quand même assez paradoxal. Qui dépossède les ministres de l'Éducation nationale de leurs prérogatives. Alors c'est sans doute parce que le chef de l'État a constaté le naufrage de l'Éducation nationale. On l'a entendu attribuer les émeutes de banlieue à l'école, et c'est sans doute pour ça qu'il veut se saisir de ce sujet. Il voit bien que les décisions de ses ministres finissent sur une pile, et que les véritables décisionnaires sont les syndicats, qui n'ont évidemment aucun intérêt pour les besoins des élèves, mais se préoccupent de défendre leurs avantages et leurs privilèges. Alors sur le constat, je suis assez d'accord. Sur les solutions, évidemment, je ne le suis pas du tout, puisque pour moi, la centralisation était déjà excessive et que M. Macron l'augmente encore. Pour moi, la solution, c'est plutôt de décentraliser, de donner de l'autonomie aux directeurs d'établissement, de leur donner la possibilité de gérer leur budget, de recruter les enseignants qu'ils souhaitent recruter, éventuellement de licencier ceux qui ne font pas leur travail, de la même façon de pouvoir recruter les élèves qu'ils souhaitent avoir dans leurs écoles et de pouvoir exclure ceux qui ne respectent pas le règlement. Voilà. On voit que tous ces gens sont en plein culte du cargo, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en imitant, en singeant les solutions qui sont mises en place à l'étranger et qui souvent fonctionnent, on va résoudre les problèmes de l'éducation nationale française. Je pense évidemment à ce fantasme de l'uniforme. C'est pas en habillant tous les petits Français en bleu marine qu'on va régler les problèmes de discipline. C'est pas en les mettant dans des internats qu'on va régler les problèmes de discipline, puisque les problèmes de discipline sont aussi liés à des problèmes éducatifs. Je pense à l'éducation qui est donnée à la maison, bien sûr. Je pense aux cours d'empathie qui vont devenir obligatoires à la rentrée prochaine et qui sont souvent inspirés de méthodes scandinaves, qui fonctionnent en Scandinavie sans doute, qui ne font pas partie de notre culture. Il me semble qu'on ferait mieux d'apprendre aux petits Français à manier leur langue correctement, plutôt que de faire du développement personnel ou du coaching en empathie. On les voit essayer de repeindre l'éducation nationale en école de la Troisième République, ce qui évidemment ne fonctionne pas. Monsieur Macron a également raté son pacte avec les enseignants. Vous savez qu'il avait souhaité revaloriser le métier d'enseignant en passant un pacte avec les enseignants, en leur permettant de faire des heures supplémentaires pour gagner davantage. Ce pacte a été massivement rejeté par les enseignants qui se méfient de M. Macron et des ministres successifs de l'Éducation nationale. Pour finir, il faut quand même revenir sur l'entrisme islamiste à l'école, qui est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur, on va dire, c'est pas complètement nouveau, mais enfin, c'est quand même des manifestations qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves à l'école, et qui est une manifestation de l'incapacité de l'État à faire respecter la sécurité publique partout. L'école était autrefois considérée comme un sanctuaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle ne l'est plus du tout. C'est-à-dire que tous les maux qui infestent la société sont entrés de plein pied à l'école et on a beaucoup de mal à les en extirper. Voilà mon bilan sur les dernières années du mandat de Monsieur Macron concernant l'éducation nationale. Il n'est pas très positif. Je n'ai pas tellement de motifs de me réjouir, d'autant que les dernières décisions, les dernières suggestions sont encore plus intrusives dans nos vies privées, puisqu'il faudrait maintenant qu'on vienne vérifier qu'on utilise les écrans à bon escient avec nos enfants, alors même que l'éducation nationale donne des tablettes et fait travailler les élèves sur des tableaux numériques interactifs toute la journée. Voilà, moi je les invite à aller balayer devant leur porte,
avant de venir faire le ménage chez nous. Voilà, merci de votre invitation. Donc nous écoutions Lisa Kamen, qui est professeure et auteure de La Grande Garderie, nous donner son bilan d'Emmanuel Macron concernant sa politique en matière d'éducation. Une belle façon d'ouvrir le bal, et on poursuit désormais avec Édouard Bina, le président de la cocarde étudiante, qui lui va nous parler plus spécifiquement de l'action d'Emmanuel Macron pendant donc ce premier septennat, si on peut le dire, auprès des étudiants. Bonjour Édouard Bina. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Alors, quel bilan pour Emmanuel Macron après 7 ans au pouvoir pour les étudiants ? Alors, un bilan qui, il faut le dire, est absolument désastreux. En fait, le septennat Macron a été désastreux au niveau de la précarisation des étudiants. On a été retiré les APL en même temps qu'on arrose de subventions les associations communautaristes ou politisées d'extrême gauche, qu'on augmente les subventions de l'UNEF, de Solidaire, d'associations qui n'œuvrent en rien pour les étudiants. On va aller couper les APL, on va aller précariser de plus en plus les étudiants, on va aller les forcer en fait à essayer de cumuler emploi et études, chose qui a été prouvée, qui amène justement les étudiants à l'échec. Ça a été aussi l'isolement pendant la période Covid, où on a imposé des normes sanitaires extrêmement strictes, où on a empêché les étudiants de sortir, ne serait-ce que de pouvoir aller dans leur université. On les a enfermés dans des 8 à 9 mètres carrés parfois. On a eu de nombreux suicides. On avait des scènes d'étudiants qui allaient sauter du toit de leur université et qui mettaient fin à leur jour dans leur appartement. On a des gens qui n'ont jamais réussi à se remettre de cette période, qui encore aujourd'hui souffrent de dépression ou de problèmes psychologiques, et on n'en a jamais tiré le bilan. À cela, il faut ajouter l'échec de tous ces plans, que ce soit au lycée ou à l'université, le SNU qui a été une catastrophe qui au final n'a mené à rien, qui en fait sont juste des dépenses publiques inutiles. Et à cela, il faut rajouter l'ensauvagement qui en fait a continué et qui s'est même empiré. On a des scènes où, à la sortie de l'université à Marseille, on a des étudiants en médecine qui se font racketter par des dealers avec aucune action de l'État. Dans les lycées, maintenant, plus un jour ne passe sans que l'on ait un professeur qui soit agressé, un étudiant qui se fasse tabasser. Et on a eu Samuel Paty, on a eu Dominique Bernard, et le gouvernement ne fait toujours rien. On n'a aucune protection pour les universitaires ou pour les professeurs qui sont menacés. Et en plus de cela, l'influence de l'islamisme dans les universités, dans les écoles, s'est propagée et s'est agrandie. On a eu lors des dernières élections Crous une liste communautariste étudiants musulmans de France liée fortement aux frères musulmans, qui a réussi à présenter des listes et à obtenir des élus dans les conseils sans aucune réaction de l'État. En fait, le septennat Macron, si on devait le résumer, c'est le septennat à la fois de l'inaction et du désastre. Mais écoutez, très belle conclusion pour ce rapide bilan. Merci beaucoup Édouard Bina. Je rappelle que vous êtes président de la cocarde étudiante et vous nous dressiez le bilan d'Emmanuel Macron concernant les étudiants. Tout de suite, on va retrouver Virginie Tellen. Vous la connaissez sous son nom de scène, Frigide Barjot. Elle est déléguée générale de l'Avenir pour tous. Et cette fois, on va parler de l'action d'Emmanuel Macron concernant la vie. Alors, vaste question, on peut parler d'euthanasie, d'IVG, de GPA, on en a entendu énormément. Virginie Tellen, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos ? Eh bien, écoutez, le bilan est, je vais dire, totalement catastrophique en ce qui concerne évidemment la vie humaine, la vie biologique de notre humanité, puisque toutes les lois qui sont passées depuis son élection le 7 mai 2017 étaient programmées pour faire disparaître les sexes biologiques, la procréation biologique, notamment avec la première des lois la plus emblématique, qui était déjà préparée par la loi de mariage homosexuel par son prédécesseur et parrain François Hollande, par le prédécesseur d'Emmanuel Macron. Je parle évidemment de la loi de fécondation in vitro universelle avec des semences anonymes qu'on appelait PMA pour toutes, et qui a été le grand œuvre de changement de la filiation biologique et de la procréation entre hommes et femmes, qui était évidemment notre grand combat, la manif pour tous de l'époque et maintenant à l'Avenir pour tous. Et puis, évidemment, une fois qu'on a fait disparaître les sexes dans une nouvelle filiation qui n'est plus biologique,
mais technologique en fait, puisque c'est une fécondation in vitro qui détermine que les 2 seuls parents d'un enfant sur son acte de naissance sont 2 femmes sans homme. On est arrivé à la transgenrisation des personnes, puisqu'aujourd'hui, la jurisprudence depuis 2022, sous donc Emmanuel Macron, désigne une personne qui a eu un enfant avec son sperme comme la mère. Ça, c'est en janvier 2022. Mais parallèlement, les embryons biologiques, naturels, sont, eux, détruits. Et je parle évidemment ici de l'allongement d'abord de l'IVG qui a eu lieu en 2022, et puis à 14 semaines, et puis la chose la plus invraisemblable et qui a été votée à la quasi-unanimité le 4 mars dernier, mais le 8 mars, c'est évidemment l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution française, ce qui n'est arrivé dans aucun pays au monde, sauf si sous Tito en Yougoslavie. Donc, Emmanuel Macron, derrière ses aspects sympathiques de jeune, est en fait la personne qui est chargée, parce que je pense qu'elle n'est pas élue pour ça par le peuple humain français, qui est chargée de faire disparaître la vie biologique humaine, donc l'humanité, donc les personnes, donc nous, donc notre espèce, mais pas pour rien, pas dans le néant et la mort, mais dans la technologie numérique, à travers les datas, à travers les manipulations génétiques, à travers les médicaments, des soi-disant des soins qui en fait sont des chimérisations de notre ADN et de notre ARN messager. Je parle évidemment de la grande crise du Covid. Il est chargé de tout cela, de déconnecter l'être humain de son identité biologique pour le faire passer évidemment en plus sans lui en donner la moindre conscience, dans une entité technologique qui s'appelle aujourd'hui les personnes numériques. Enfin, je ne sais même pas, c'est pas des personnes, on les fait prendre pour des personnes, mais ça ne le sont pas. Voilà, c'est extrêmement important. Nous sommes en transition d'espèce, en fait. Mais merci beaucoup Virginie Tellen pour cette analyse. Oui, alors je voulais juste vous dire une chose, merci de m'avoir donné la parole. Je voulais surtout vous dire qu'évidemment, nous, à l'Avenir pour tous, et avec d'autres mouvements qui existent, bien sûr, nous luttons. C'est ce que j'allais dire. Des points liés à l'Avenir pour tous, donc que vous pouvez trouver sur Internet, par des solutions très, très simples. Remettre la mère dans ce que j'appelle la GPA, remettre le père dans ce qu'on appelle la PMA. Évidemment, ça change un peu la forme de la famille dans ces cas très précis. Ça s'appelle la coparentalité, par exemple. Et aussi réinscrire la vie d'abord dans la Constitution et dès son engendrement, évidemment. Merci beaucoup Virginie Tellen, et vous me volez ma conclusion. J'allais évidemment vous féliciter pour ce combat, parce que malgré un lourd bilan, il faut malgré tout garder espoir, et c'est le genre d'initiative que vous soutenez et le combat que vous menez. Donc merci à vous, et puis on vous retrouvera très bientôt pour développer prochainement davantage. Chez vous. Merci à tous beaucoup. Vos auditeurs, bonne journée à tous et mauvais anniversaire à Monsieur Macron. Tout de suite, on enchaîne. On va finir ce sujet un petit peu santé avec une spéciale compilation par Franck et Louis Rigaudière. On écoute ça tout de suite. Nous sommes en guerre sanitaire certes, mais l'ennemi est là et cela requiert notre mobilisation générale. Macron, oui. On n'a plus de travail, aidez-nous. Vous avez plus de travail ? Pourquoi obliger les soignants ? Moi je viens vous voir gentiment. Pardon. Et je comprends votre émotion. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Ces dernières années ont vu se développer une conversation passionnante qui nous a permis de faire réfléchir les décideurs du monde entier à la gouvernance de la santé mondiale et à la préparation aux pandémies. Pour permettre à l'ensemble de ces réformes d'être ancrées dans le droit pour l'avenir, je suis favorable à l'adoption, sous l'égide de l'OMS, d'un accord international juridiquement contraignant. Vous avez tous fait, j'imagine, aussi des vaccins obligatoires et les rappels. Une belle façon de clore ce chapitre santé avec cette compilation haute en couleurs. Merci beaucoup Franck de nous avoir rappelé ces grands moments. Et ces mauvais moments, je pense, pour beaucoup d'auditeurs, et y compris nous.
On poursuit avec l'Union européenne, pas sûr que ce soit de meilleurs moments, et on reçoit pour cela Guilain Benessa, vous le connaissez, docteur en droit public, avocat et philosophe. Et puis récemment, Guilain Benessa, vous publiez On marche sur la tête, coécrit avec Guillaume Bigot, et c'est aux éditions de L'Artilleur. Bonjour. Bonjour Liselotte, bonjour. Alors le bilan d'Emmanuel Macron concernant sa position au sein et vis-à-vis de l'Union européenne. Écoute, alors j'ai entendu vos bilans en forme de une sorte de bilan mortuaire là qu'on a de 7 ans au pouvoir dramatique. Alors évidemment, j'ai deux choses à dire là-dessus et je vais essayer de résumer tout ça. Effectivement, on vient d'écrire un bouquin avec Guillaume Bigot sur le sujet et qui fait un peu aussi le bilan des années Macron. En fait, faut lui reconnaître une chose sur l'Europe et je suis obligé de le faire, c'est que il constitue à la fois l'épisode terminal d'une Europe qui est de plus en plus fédérale. Donc c'est un fédéraliste convaincu depuis le premier jour. Et alors il faut reconnaître une chose, c'est qu'hormis un épisode d'à peu près 1 mois, 2 mois durant le Covid, vous vous rappelez peut-être où il parlait de souveraineté française dans la question des masques et de la gestion de la crise sanitaire au tout début de la crise. Hormis ça, il y a une chose qu'il faut lui reconnaître. Emmanuel Macron est quelqu'un qui joue depuis le début à saute-mouton par-dessus la France pour créer une Europe fédérale et il a été d'une cohérence absolument complète. Là-dessus, il n'y a pas de lézard. On est nombreux à s'interroger depuis 7 ans sur ce que j'appelle souvent l'amphibène Macron. Vous savez, l'amphibène, c'est un animal mythologique qui avance en même temps en avant et en arrière, le fameux en même temps macronien. Il y a en même temps qui, depuis le début, pour moi, a été rapidement décodé, c'est l'Europe. Et là-dessus, il a été d'une cohérence totale parce que je pense profondément qu'Emmanuel Macron juge la France inintéressante. Ce n'est pas son problème. Il n'y a pas de culture française, on ne va pas recommencer toutes les petites phrases, mais je pense que du coup, son modèle, son ethos, sa personnalité, son action, son intervention, ses compétences, il voit tout à l'échelle de l'Europe, mais pour 2 raisons, et à mon avis, ce sont ces 2 raisons qu'il faut bien comprendre. D'une part, je le dis parce que la France est trop petite, mais aussi, et c'est le fond de l'affaire, parce que sur le fond, son avenir est à l'échelle de l'Europe, il est déjà dans le mandat de l'après, c'est-à-dire il veut faire ce que Giscard n'a pas fait. Giscard s'est planté avec la Constitution européenne. Il veut être le premier grand président d'un État fédéral européen. Emmanuel Macron en rêve. Et ensuite, et j'en ai peut-être terminé avec ça, mais je pense que c'est, j'espère, ma maigre contribution à ce qu'est le macronisme, c'est parce que vu que Emmanuel Macron est un gaz, il est liquide, il n'a jamais eu de consistance, il est extrêmement habile et en même temps très à l'aise avec l'Europe parce que l'Europe est elle-même un gaz non solide, non existence, purement liquide, une espèce d'arborescence de jurisprudence, d'arborescence de juge, de pouvoir diffus, d'opacité. Sur le fond, Emmanuel Macron, parce qu'il déteste le solide, l'ancrage, la nation, l'État, il adore ce qui est européen, c'est-à-dire gazeux, impossible à définir, à la fois théoriquement brillant et surtout complètement vide et creux. Et je pense que là-dedans, il s'y love avec beaucoup de plaisir, ce qui fait sa cohérence triste à la fois et terminale sur le sujet comme l'Europe, qui petit à petit ensevelit la France dans cette espèce d'état gazeux qu'est le macronisme. Mais écoutez, Guilain Benessa, je pensais que vous alliez nous redonner un peu d'espoir finalement, ce qu'on est en train de se réjouir de cette cohérence d'Emmanuel Macron. On se réjouit aussi. C'est pas mal, Liselotte, c'est pas mal. C'est pas mal. On se réjouit aussi que vous puissiez nous donner cette analyse. Et puis, dans cet univers de gaz et de liquide, on espère que la France ne s'évaporera pas malgré tout. Merci beaucoup, Guilain Benessa, et on vous retrouvera très bientôt, notamment avec Florian Philippot, et puis pour parler de votre nouveau livre, On marche sur la tête, je le rappelle, coécrit avec Guillaume Bigot aux éditions de L'Artilleur. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Ligne droite, émission spéciale. Et tout de suite, on reste à l'international en parlant d'Ukraine. Nous sommes avec Jacques Hogar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien officier supérieur de l'armée française et parachutiste à la Légion étrangère. Et vous avez participé à de nombreux conflits en Afrique et en Europe. Vous êtes lauréat de nombreux prix militaires, dont la Légion d'honneur, et auteur de La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie. Alors, quel est le bilan d'Emmanuel Macron concernant ce conflit ukrainien ? Alors, on vient de parler de la cohérence d'Emmanuel Macron sur l'Europe, ça c'est certain. Je suis complètement d'accord avec mon prédécesseur. En revanche, sur l'Ukraine, il est totalement incohérent. Il est aligné, en fait, maintenant, effectivement, sur la position de l'Union européenne, sur la position de l'OTAN, surtout, puisque l'OTAN et l'UE, c'est en fait la même chose. Je rappelle qu'il avait pas si mal démarré après sa réélection en juin 2022, en disant il ne faut pas humilier la Russie
pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. C'est lui qui a dit ça en juin 2022. Renforcé par cette phrase, je suis convaincu que c'est le rôle de la France d'être une puissance médiatrice. Donc ça, c'est très clair, c'est une position assez gaulienne, en fait, assez traditionnelle. Entre-temps, il a dissous la diplomatie française, enfin, il en a fait ce que l'on sait. Et puis en mars 2024, c'est-à-dire il y a un mois à peu près, un peu plus, la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre, un conflit qui est existentiel pour notre Europe et pour la France. Alors on retrouve le mot Europe, et je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. C'est son rêve, c'est son univers aujourd'hui, et la France dans tout ça disparaît. Et il rajoute, si la Russie venait à gagner, nous n'aurions plus de sécurité et la crédibilité de l'Europe, encore l'Europe, serait réduite à zéro. Voilà, alors il vient de se passer, il y a la visite du président chinois à Paris, Xi Jinping, et on voit contre toute attente qu'il inflige à ce malheureux président chinois de nouveau la présence d'Ursula von der Leyen, comme il le lui avait infligé il y a un an, en avril 2023, lorsqu'il l'avait amené dans ses bagages à Pékin, et que la pauvre était repartie d'ailleurs par un vol commercial quelconque, sans aucun égard de la part de la Chine. Et je pense que c'est très grave, parce que c'est la preuve de l'immaturité totale de cette politique étrangère, vis-à-vis de l'Ukraine, bien sûr, qui en fait les frais, la première, avec une tragédie humaine colossale, pas qu'humaine, mais bien sûr, mais avec des pertes terrifiantes. Et on joue à la guerre, voilà, on joue à la guerre, alors on s'agite un peu dans les palais présidentiels et autres, et on montre le peu d'intérêt qu'on a finalement pour l'Ukraine, le peu d'intérêt, alors bien sûr pour la Russie, je n'en parlons pas, on en a fait un ennemi alors que la Russie n'est pas notre ennemi et que cette guerre n'était pas notre guerre. Et en réalité maintenant, on est dans une posture où on est totalement aligné sur les États-Unis d'Amérique, sur l'OTAN, sur l'Union européenne, qui a tendance à se soustraire en fait aux intérêts de la France. Et ça, c'est extrêmement grave. Finalement, on peut considérer ce conflit comme étant la révélation de notre perte de souveraineté, y compris au profit de l'OTAN. Exactement. Et au profit, bien sûr, de l'Union européenne, qui est un machin, aurait dit le général de Gaulle, avec son langage imagé. Alors quand Emmanuel Macron explique qu'il serait prêt à envoyer des troupes françaises en Ukraine, vous en pensez quoi ? Alors je pense que c'est une déclaration, encore une fois, irresponsable et immature. Il est hors de question d'envoyer des troupes en Ukraine, d'abord parce qu'on n'en a pas les moyens. L'armée française est une armée de grande qualité humaine et morale, mais extrêmement diminuée depuis qu'on a lancé le concept idiot des dividendes de la paix, Laurent Fabius, il y a maintenant quelques décennies. L'armée française n'est pas capable de déployer plus de 20 000 hommes ou 30 000 hommes peut-être maximum. Ça veut dire qu'avec et des matériels inadaptés ou pas en nombre suffisant, etc. Donc il faut arrêter de fantasmer. Et je pense que ces fantasmes sont graves parce qu'ils font monter le climat psychologique de l'escalade. Et au lieu d'aller vers la seule voie possible, comme il le disait lui-même il y a 2 ans, vers la voie diplomatique. Écoutez, fantasme, soumission à l'OTAN, immaturité, c'est des mots qu'on retiendra concernant cette position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Ukraine. Tout de suite, chers auditeurs, il est presque 8h. On va arrêter un instant cette émission spéciale pour le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite, émission spéciale. Alors Olivier Piacentini, que l'on doit retrouver dans un instant, mais qui tarde un peu à nous retrouver. On peut peut-être commencer par en parler entre nous. Mais bien sûr, nous sommes là pour ça. Nous, on a plein de choses à dire, comme toujours. Alors, le bilan économique d'Emmanuel Macron. Le mien personnel. J'ai pas l'impression que ça aille mieux depuis ces 7 ans sous la Macronie. Je dirais même que ça a été parce qu'il y a eu des cadeaux de fait, il faut le dire. Par exemple, la fin de la taxe d'habitation qui a été un produit d'appel pour la Macronie, mais qui, au bout du compte, a posé des problèmes puisque effectivement, même si on ne la paye plus, il y a des compensations sur les taxes foncières, par exemple, qui ont fait qu'au total, les communes ont eu moins d'argent et les propriétaires moins aussi. Donc voilà. Puis on a une sensibilisation une sensation d'invisibilisation parce que finalement on a ces fameuses fiches de paie là qui vont être complètement réduites. Alors c'est pour nous aider, nous pauvres abrutis, à comprendre ce qui se passe sur nos comptes en banque, et puis finalement ce sera surtout un bon moyen de... Quand on simplifie en général, il y a un loup. Olivier Piacentini est parmi nous, il me semble. Vous m'entendez ?
Oui, mais je suis là depuis un petit moment, je vous attends. Ah bah très bien, on vous entend, il y a dû avoir un petit problème technique, on vous entend très bien désormais. Alors dites-nous le bilan économique d'Emmanuel Macron. Écoutez, le bilan économique d'Emmanuel Macron, qui prétendait le Mozart de la finance, 7 ans après, est dramatique. On a parlé récemment, évidemment, du problème du déficit, qui s'élève donc à 160 milliards d'euros, qui est pratiquement le plus gros déficit de toute l'Union européenne. Là, je parle du déficit des finances publiques. Et puis alors, c'est ça qui est extraordinaire. Donc 20 milliards se sont évaporés, on les trouve plus, et donc le déficit est encore plus gros que ce qui était prévu à l'origine par le budget. Donc je tiens quand même à vous rappeler que 20 milliards d'euros, ça correspond au revenu moyen d'1 million de Français. Vous voyez ? Donc on ne sait plus où ils se trouvent, ou pourquoi est-ce qu'ils ont disparu, ou qu'est-ce qui se passe. Donc on voit bien que au niveau des finances publiques, le résultat est calamiteux, et puis alors avec une espèce de touche presque, je dirais, de suffisance, d'arrogance, d'incompétence, enfin quelque chose qui est dramatique. Mais comme je dis souvent, ce déficit ne tombe pas du ciel, ou n'est pas le fait simplement d'un problème conjoncturel, il est le fait d'un système qui ne marche pas. Et vous voyez très bien qu'il ne marche pas quand vous regardez l'ensemble des chiffres de l'économie française, qui sont tous dans le rouge, et les plus dans le rouge de toute l'économie de l'Union européenne. Encore une fois, je compare à nos principaux voisins. Vous avez un déficit de la balance commerciale qui, en 2022, a atteint 190 milliards d'euros. Pour mémoire, le deuxième pays qui a le plus fort déficit commercial dans la zone euro, c'est l'Espagne, son déficit est de 70 milliards. Voyez ? Donc l'avant-dernier, Espagne, 70, dernier, France, 190 milliards. Et ce chiffre de la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les importations et les exportations, est le voyant qui montre au mieux le problème de compétitivité et de force productive de l'économie française. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie française, aujourd'hui, ne vend plus. Elle ne vend plus. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, tout son tissu industriel et agricole, et aussi également, parce que là-dedans figure la balance agricole qui, pour la première fois, balance commerciale agricole est négative. C'est-à-dire qu'on n'est plus indépendant en termes de nos ressources alimentaires. Pourquoi est-ce que nous en sommes là ? Tout simplement parce que nous avons un système qui détruit tout notre tissu industriel et agricole. Ce système, c'est un système socialiste avec énormément de charges, énormément de dépenses publiques, 1 million de fonctionnaires en plus que dans les autres pays, des dépenses publiques qui correspondent à 60% du PIB quand tous nos voisins sont à moins de 50%, donc à un différentiel de charges, de taxes qui lamine nos entreprises. Et puis, là-dessus s'ajoute la politique Macron, qui est véritablement destructrice et qui vise à servir la haute finance, comme Jordan Bardella l'a montré l'autre jour lors du débat avec Valérie Hayer, quand il a sorti un document qui prouvait qu'en fait, le parti de Mme Hayer à l'Union européenne est financé par Microsoft, Google, Apple, etc. Et en fait, tout consiste par, je dirais, un écrasement par les normes, les règlements, les charges, à démolir le tissu industriel et commercial et agricole, donc, de notre pays, de manière à le vendre à la découpe, à la haute finance, au GAFA, etc. Et c'est ce à quoi on assiste. Ça fait 6 ans que j'en ai parlé dans mon livre OPA sur l'Élysée, et c'est ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Le seul chiffre dont le gouvernement a osé se gargariser, c'est le chiffre du chômage qui, c'est vrai, a baissé. Il est de l'ordre de 7,5% aujourd'hui, moins élevé que ce qu'il était quand il a pris le pouvoir. Sauf que voilà, là non plus, il n'y a pas du coup de quoi crier cocorico. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez l'évolution du chômage en France, elle est identique à celle de tous les autres pays de l'Union européenne, parce que la baisse du chômage n'est pas du tout liée à une quelconque politique qui aurait été menée par Macron, il n'y en a pas. Mais tout simplement à un problème démographique, je dirais, c'est simplement les classes très nombreuses du baby-boom qui partent à la retraite et qui, de facto, libèrent des places pour des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Sauf que là encore, quand on regarde les chiffres,
la France est le pays dans lequel le chômage baisse le moins. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 2 pays qui ont un taux de chômage supérieur à la France, c'est l'Espagne et la Grèce, et dont le taux de chômage se rapproche de plus en plus du nôtre. Donc, il n'y a en fait aucun résultat à mettre au crédit d'Emmanuel Macron. Le tableau qu'il va nous laisser au bout de 7 ans est apocalyptique, catastrophique. Le recul de notre pays est grave. On ne cesse de se cacher derrière des faux prétextes, le Covid, les gilets jaunes, et puis alors maintenant, le plus rigolo, c'est la baisse de l'inflation qui provoquerait la hausse des déficits. Voilà, c'est ce qu'il a sorti Bruno Le Maire, qui a été moqué pour cette explication, même dans le Huffington Post, donc le média d'Anne Sinclair, vous vous rendez compte ? Effectivement. La baisse de l'inflation, elle y est partout. 20 milliards d'euros qui disparaissent, ça n'existe nulle part. Donc on est vraiment au cœur d'un grave problème qui est, encore une fois, lié à une politique spécifique de Macron en faveur des grands groupes et qui est lié au couple mondialisme-socialisme qui broie notre tissu industriel, c'est-à-dire qu'on plonge dans un libre-échangisme et une concurrence effrénée des entreprises qui sont handicapées par le poids de charges trop lourdes. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, eh bien la France continuera de s'enfoncer, et ce n'est certainement pas avec Macron qu'elle se relèvera. Écoutez, c'est très clair comme analyse. Merci beaucoup Olivier Piacentini d'avoir réussi cet exploit de résumer toute cette politique économique. C'est pas évident, c'est parfois même un peu flou pour nous, pauvres Français lambda. Donc merci d'avoir été parmi nous. On vous retrouvera très bientôt pour continuer à parler d'économie. Et tout de suite, on va passer au sujet de l'immigration, de l'islam et de l'insécurité. Tout ceci, on en parle avec Pierre-Marie Sève. Ligne droite, émission spéciale. Et nous sommes donc avec Pierre-Marie Sève, le directeur de l'Institut pour la justice. Bonjour Pierre-Marie Sève. Bonjour à tous. Alors, vaste sujet, vous l'avez entendu, on va commencer à parler du bilan d'Emmanuel Macron, peut-être en parlant d'immigration, et puis tout ceci est lié ensuite forcément avec l'insécurité, l'islamisation du pays. Je vous laisse nous livrer votre analyse. Alors, moi, c'est essentiellement sur l'insécurité que je suis compétent. Alors, sur l'insécurité, Emmanuel Macron, malheureusement, s'inscrit dans une trajectoire qui a été empruntée par la France depuis déjà une bonne 30aine d'années. Il faut dire que depuis nous, le premier chiffre que nous observons depuis des années, c'est le chiffre des coups et blessures volontaires. Et depuis le milieu des années 80, c'est un chiffre qui n'a pratiquement pas baissé d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que chaque année, on a une hausse. Et nous arrivons aujourd'hui à un chiffre global, un très grand nombre, de plus de 300 000 coups et blessures volontaires. C'est le dernier bilan là, de 2023. Et nous sommes à 8 fois plus de coups et blessures volontaires qu'il y en avait, par exemple, en 1988. Donc, les coups et blessures volontaires, ce sont principalement, on peut dire vulgairement, les agressions. Il faut dire qu'il y a aussi les violences intrafamiliales, mais les deux indicateurs augmentent, tant les agressions que les violences intrafamiliales. Donc, les agressions, c'est-à-dire les bagarres, les coups portés à l'extérieur du domicile, que les violences intrafamiliales. Bon, là, on a les violences conjugales, notamment, les coups sur des enfants, etc., etc. Et les deux sont en claire augmentation. Alors justement, que fait Emmanuel Macron justement dans tout ce tableau que vous nous dressez ? Alors malheureusement, c'est bien tout le problème, c'est qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose, mais là encore, moi je ne peux pas lui jeter la pierre plus qu'à d'autres, puisque cela fait 30-40 ans qu'on n'a pas vu une loi, un projet de loi gouvernemental qui permet de lutter efficacement là-dessus. Emmanuel Macron a fait 3 grands projets de loi justice promus par le gouvernement, en 2019 avec Nicole Belloubet, en 2021 pour avec la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, et puis là en 2023 avec la loi de programmation de la justice. Et il n'y en a pas une qui change la philosophie qui est mise en place depuis 40 ans, c'est-à-dire une sorte d'angélisme mou, une sorte de laxisme mou qui prêche par laxisme, non pas uniquement par volonté de mal faire, mais surtout par volonté de ne rien changer. Moi, je n'ai pas vu une seule mesure dans les 3 projets de loi de justice d'Emmanuel Macron, une seule mesure qui irait vraiment dans le bon sens, ou alors, quand il y en a, elles sont systématiquement équilibrées par d'autres mauvaises mesures. Je vous donne un exemple.
c'est la suppression des réductions de peines automatiques. Alors moi, je vais saluer des deux mains, j'ai applaudi des deux mains la suppression des réductions de peines automatiques, puisque c'était effectivement scandaleux que les détenus aient automatiquement, sans qu'ils aient la moindre action à faire, qu'ils économisent 1 mois et demi, 2 mois de prison par an. C'est-à-dire quand même une proportion importante de leur peine tous les ans. Et donc, cette suppression, j'étais complètement en faveur, je l'ai applaudi, je l'ai dit publiquement. Et puis, dans la loi pour la confiance dans la justice, on découvre que finalement, je crois que c'est dans ce projet de loi-là, que finalement, les réductions de peines automatiques étaient équilibrées, étaient compensées par une extension des autres réductions de peines possibles qui allaient même au-delà de ce qui était prévu pour les réductions de peines automatiques. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de mesure. Je vous donne un autre exemple parce que c'est quand même amusant. Ce sont les rappels à la loi. Vous vous souvenez, les rappels à la loi avaient très mauvaise presse. Et à raison, un rappel à la loi, ça paraît être une sanction complètement inexistante. Et les rappels à la loi ont été supprimés. C'est une très bonne nouvelle, mais en fait, ce qui ont été supprimés, c'est comme l'ENA. Ça a simplement changé de nom. C'est devenu un avertissement pénal probatoire. C'est juste un nom qui paraît un peu plus obscur pour le grand public, donc qui va moins marquer les esprits. Mais sinon, c'est strictement la même chose. Il n'y a rien qui change. Donc, voilà le genre de mesures qu'Emmanuel Macron a mises en place. Et puis, pour moi, le grand symbole quand même de l'inaction d'Emmanuel Macron, là où, pour le coup, il a été vraiment plus mauvais, par exemple, que François Hollande, c'est la construction de places de prison, puisqu'il avait promis 15 000 places de prison au début de son premier quinquennat. Et là, au bout de 7 ans et demi, nous en sommes à peine 3 000. C'est vous dire à quel point c'est vraiment très très mauvais. Et ça, il y a un rapport de Patrick Hetzel, je crois, à l'Assemblée nationale qui en avait parlé, qui en avait très bien parlé, et qui expliquait très bien, rationnellement et scientifiquement, pourquoi est-ce que personne ne croyait d'atteindre que l'objectif serait atteint de 15 000 places. Vous considérez que Emmanuel Macron est en quelque sorte responsable des drames qui peuvent se produire comme à Crépol ou bien là plus récemment ce jeune Mathis qui s'est fait poignarder? Je considère que l'État est responsable et ce chef, le premier représentant de l'État, le premier responsable de l'État, oui, évidemment, il y a une part de responsabilité. Évidemment, une responsabilité, ça se dilue beaucoup. Les parents de ces assassins sont aussi responsables. Peut-être des erreurs judiciaires, policières. On l'a vu dans l'affaire de Mathis, il y avait des erreurs judiciaires, enfin des problèmes, des dysfonctionnements judiciaires. Même si, je le rappelle, malheureusement, c'est la loi qui était faite de telle manière à ce que les juges ne puissent pas prendre une autre décision. L'assassin Rahman a été libéré parce qu'il était mineur pour la précédente infraction pour laquelle il avait été arrêté, et il a été libéré, il n'a pas été conservé en détention provisoire, puisque là, le code de la justice pénale des mineurs ne prévoit pas de détention provisoire, même il interdit aux juges de prononcer une détention provisoire dans le cas qui était présent là. Donc oui, je pense qu'Emmanuel Macron, comme chef de l'État, oui, doit endosser, même s'il ne le veut pas, même il devrait venir à la télévision et dire oui, c'est ma faute, j'aurais dû plus insister auprès de la justice pour faire ceci, cela. J'aurais dû être plus intransigeant, être plus résistant sur les questions d'immigration. Il ne l'a pas fait. Voilà. Par manque de volonté ou de conscience? Par manque de volonté. Vraiment, clairement, sur les questions de justice et de sécurité, on sent qu'Emmanuel Macron... je vous ai dit, moi, je lui jette pas plus la pierre qu'aux autres. C'est-à-dire que je lui jette quand même la pierre. Mais je ne lui jette pas plus la pierre, par exemple, qu'à François Hollande, puisque nous sommes dans la même lignée. Il n'y a pas eu vraiment ni d'amélioration, ni de baisse de l'action publique. C'est tout aussi mauvais, c'est-à-dire ça n'a pas évolué. Mais on constate en tout cas qu'Emmanuel Macron ne s'intéresse pas aux questions de justice. La preuve, son programme de 2022 en termes de justice et de sécurité était vide. Il n'y a pas d'autre mot, il était vide. Au débat au débat de l'entre-deux tours en 2022, encore une fois, moi j'ai bien été attentif à ces questions-là et j'ai bien entendu qu'en fait il ne savait pas de quoi il parlait. Il a répété des poncifs qu'on apprend dans les grandes écoles urbaines de centre-gauche, dans les grandes villes. Il a répété des choses. La prison n'est pas la solution à tout, alors que c'est évidemment 1000 fois plus compliqué que ça. En plus que c'est faux. Donc oui, il ne s'intéresse pas à ce sujet et bon, à partir de là, compliqué d'avoir une action positive.
Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres pour ce bilan, une fois de plus pas très brillant. On vous retrouvera à nouveau toujours pour décortiquer ces sujets parce que malheureusement chaque semaine il y aurait de quoi dire. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Merci et à très bientôt Pierre-Marie Sèvres. Ligne droite, émission spéciale. Et tout de suite on retrouve Jean-Eudes Gana, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chouan, auteur de Pourquoi l'Alvarium. On vous reçoit souvent sur Ligne droite. On va parler du bilan d'Emmanuel Macron concernant la défense de l'identité française. Alors que fait-il pour cela ? Et puis surtout la répression qu'il met en place pour condamner ceux qui tenteraient de la sauver, cette fameuse identité. Alors pour détruire l'identité française, je pense qu'il a fait à peu près tout ce qu'ont fait les précédents présidents, mais en pire, c'est-à-dire une accentuation de l'immigration massive, des lois anti-famille toujours plus délirantes. On voit qu'avance peu à peu le sujet de la GPA et celui de l'euthanasie, qu'il fera sans doute passer avant la fin de son mandat. Il y a bien sûr l'interdiction de se défendre. Il y a une lutte très dur contre les anticorps de la société française, ceux qui essayent de résister à la maladie qui gangrène notre nation. Et entre divers exemples, l'un des plus éloquents, c'est quand même le nombre de dissolutions d'associations, quasiment toutes patriotes, en grande majorité, même si on fait semblant de lutter contre les islamistes ou contre l'extrême gauche. Je crois qu'Emmanuel Macron a dissous, sous le mandat d'Emmanuel Macron, on a eu le droit à 37 dissolutions d'associations, bientôt 38 avec les remparts de Lyon. Pour comparer, le général de Gaulle, qui a quand même connu des événements autrement plus importants, tels que la guerre d'Algérie ou mai 68, qui étaient 2 quasi-guerres civiles, n'avait dissous que 27 associations. 28 associations sous le général de Gaulle. Là, Emmanuel Macron, en 10 ans, alors que aucune guerre civile, aucun conflit majeur n'est en cours, était déjà à 38 dissolutions. Il reste 3 ans, 3 longues années, et on ne sait même pas ce que donnera le prochain président, donc le pire reste à craindre. Dans cette lutte contre les anticorps de la nation française, il faut aussi rappeler la circulaire Darmanin, qui est donc une circulaire qui interdit toute manifestation jugée d'ultra-droite. Alors, par manifestation d'ultra-droite, il faut entendre principalement, ces derniers temps, tous les hommages qui ont été organisés pour les victimes de la barbarie et de l'ensauvagement. Puisque vous vous souvenez peut-être que, notamment au moment de la mort de Thomas, des hommages spontanés ont fleuri partout en France et que, à 90%, ils ont été interdits par les différentes préfectures de ce pays, qui ont prétexté qu'elles pouvaient donner lieu à des troubles à l'ordre public, comme si le trouble à l'ordre public, ce n'était pas précisément que nos enfants de France se fassent poignarder, tuer, etc., gratuitement. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres exemples, mais ce sont les 2 qui m'ont sauté aux yeux tout de suite, là. Et alors, on peut aussi parler éventuellement de ce... Vous avez récemment fait une action, il me semble, pour dénoncer la complicité entre les juges et l'État, justement. Emmanuel Macron s'est reposé sur un système judiciaire adepte du 2 poids 2 mesures, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut se souvenir que la majorité, au tout début du premier mandat, vers 2020, donc au bout de 3 ans, à la moitié du premier mandat, avait notamment fait voter la loi Avia qui a scandalisé, qui était donc une loi contre les discriminations sur Internet pour défendre les homosexuels, les juifs, toutes les races qui seraient victimes de discrimination. Et l'Europe elle-même, les institutions européennes elles-mêmes, qui pourtant n'y vont pas de main morte dans le progressisme et le wokisme, avaient trouvé que cette loi allait trop loin. Donc elle a été un petit peu censurée par l'Europe et par le Conseil constitutionnel. Mais donc voilà, les politiciens sont complices avec les juges pour nous empêcher de nous défendre et de nous exprimer. Et à l'heure où je vous parle, il est donc 8h22. À 10h, je suis convoqué pour une audition sous le régime de la garde à vue parce que nous avons versé du faux sang sur les marches du palais de justice à Angers avec une mise en scène, c'est-à-dire de faux juges et de faux politiciens et une banderole, le laxisme, les juges laxistes tuent vos enfants. Et ce qui est totalement délirant, on se souvient que par exemple au moment des émeutes pour Naël qui ont coûté des milliards à la France, il n'y a eu que 380 personnes mises en prison. Le temps de réaction, généralement pour la délinquance, est extrêmement long. Les réponses sont très faibles puisque ce sont toujours des récidivistes qui commettent les pires des crimes. Mais pour nous, en 48 heures,
eh bien, le parquet a su se montrer d'une diligence qui nous ferait presque honneur, hein, n'est-ce pas ? Et donc, nous sommes convoqués pour du faux sang, c'est-à-dire de la gouache qui va partir à l'eau. Eh bien, pour cela, nous sommes convoqués sous le régime de la garde à vue. Le policier qui m'a appelé me l'a bien précisé, que le magistrat tenait à ce que ce soit sous le régime de la garde à vue. Alors, j'ignore si ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures, 48 heures. Tout ce que je sais, c'est que je remercie vraiment chaleureusement le procureur de la République à Angers de valider ainsi ce qu'ils appellent nos théories, mais qui n'est qu'une constatation du réel, à savoir que la justice est à la fois extrêmement dure avec ceux qui prétendent défendre les Français et qui le font, et en même temps extrêmement faible avec ceux qui les massacrent. Et alors, selon vous, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, justement, participe à la mise en place de tout ce système qui souhaite détruire l'identité ? Quelle est la volonté derrière tout ça ? Je pense que c'est pour se maintenir au pouvoir. On a une classe politique qui, depuis plusieurs décennies maintenant, aggrave la situation du pays par esprit de jouissance, par déconnexion avec le réel, par idéologie, et qui, là, commence à avoir peur de rencontrer les conséquences de ces actes. Et les conséquences de ces actes, étant donné la colère populaire qui est en train de sourdre partout en France, les conséquences de ces actes pourraient en effet être très graves. Parce que si les Gilets jaunes avaient pu pénétrer à l'Élysée, je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron aurait pu poster des photos de son corps photoshopé en train de boxer. Voilà. Je pense qu'il aurait sans doute été boxé bien plus virulemment qu'il ne le fait sur les photos contre les sacs de frappe. Et donc ils mettent en place un arsenal de plus en plus répressif pour empêcher l'inéluctable. Or, l'inéluctable, nous le savons tous, c'est la chute de cette espèce de nouveau mur de Berlin qui n'est pas physique, qui n'est pas en béton, qui est constitué d'arsenaux juridiques, de pression médiatique, de chantage. Et il est pourtant inéluctable que le raz-de-marée populaire, alors peut-être de manière électorale, peut-être de manière beaucoup moins pacifique, ne finisse par mettre fin à toutes ces aberrations. Et ma foi, j'appelle à cela de mes vœux. On va finir là-dessus et c'est une très bonne façon de conclure. Merci beaucoup Jean-Eudes Gana d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes militant identitaire, lanceur d'alerte et porte-parole du mouvement Chouan. Merci beaucoup pour ce bilan et puis vous clôturez cette émission spéciale bilan d'Emmanuel Macron après 7 ans au pouvoir.